pouvez adapter l'ensemble des paramètres. Et la puissance publique a pour vocation à vérifier deux choses importantes. La première, c'est la loyauté de la négociation. Car si vous faites le pari de la négociation collective, il faut que la négociation soit loyale. Donc il faut que les informations soient partagées. Et il faut être capable de mettre tout sur la table. Et le deuxième aspect, c'est de vérifier que ceux qui signent soient légitimes à le faire. Et c'est pour cela d'ailleurs que la cohérence de l'ensemble de ces réformes, c'est le passage à la signature par des organisations syndicales qui représentent la majorité des suffrages exprimés. Et de là, on a vraiment, la quintessence de la confiance. Vous négociez ce que vous souhaitez, et nous avons tenté de tirer les leçons du passé, c'est-à-dire qu'on essaye, quand il y a un accord à faire, et vous le noterez à l'examen des textes, non pas de vous dire, vous négociez, puis vous allez négocier petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, petit f, etc. Parce qu'on fait confiance à la négociation, mais on va vous expliquer quand même comment il faut la faire. Ce qui m'a toujours surpris du point de vue de l'État, qui est un expert de la négociation collective, que chacun le sait. En fait, on a une conclusion très simple. Si vous faites ça, il n'y a pas d'accord. Quand on essaie d'expliquer et de faire rentrer les gens par différentes sous-cases dans la négociation d'un accord collectif, il n'y a pas d'accord à la fin. Ou alors des accords purement formels. La négociation collective nécessite une forme de souplesse, de plasticité. Il faut que vous puissiez tailler votre costume sur mesure. Et au fond, c'est bien ça dont il s'agit avec ces lois, c'est à chacun de pouvoir tailler son costume sur mesure aux besoins de son entreprise, au sens de la collectivité elle-même au global. Donc ça, c'est vraiment le point qui va être une marge inédite qui est donnée à l'accord d'entreprise. Alors évidemment, donner une marge à l'accord d'entreprise, c'est à la fois ambitieux, c'est aussi exigeant, parce que qui dit accord d'entreprise dit accord, et c'est pas toujours simple d'obtenir des accords d'entreprise. Il faut que la culture de l'accord se diffuse, évidemment parmi la direction de l'entreprise, le management, mais aussi que cette culture de l'accord d'entreprise se diffuse auprès des partenaires sociaux. Merci. Et donc ils se saisissent aussi de ces leviers. Et c'est pour ça que ce type de réforme prend du temps. Le deuxième aspect très fort de cette réforme, c'est la simplification du dialogue social. Et nous ne mésestimons pas la transformation réelle et symbolique que le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT fait peser sur les organisations. Symbolique car au fond, depuis plus d'un siècle, près d'un siècle, depuis près d'un siècle, nous avons empilé les structures. Nous ne les avons jamais rationalisées. Et c'est la première fois, au fond, que nous tirons les conséquences de ces évolutions, et que nous passons dans un monde aussi différent, dans lequel nous souhaitons avoir un dialogue social qui soit plus stratégique et qui évite de découper en rondelles les questionnements pour que, avec souvent d'ailleurs les mêmes élus, mais qui ont une casquette différente selon là où ils sont élus, vous reveniez à chaque fois sur les mêmes thèmes, dans un exercice assez stérile qui s'éloigne des préoccupations et des salariés, et évidemment alors du chef d'entreprise qui, lorsqu'il le peut, le délègue à son DRH, qui lui-même, dès qu'il le peut, le délègue à son directeur de la relation sociale, et l'on voit à cet exercice combien le caractère stratégique du dialogue social s'éloigne au fur et à mesure que vous complexifiez l'exercice formel. Donc il n'y aura plus qu'un seul comité économique et social, c'est une transformation majeure, ça sera une simplification, un gain de temps aussi sur les consultations récurrentes, puisque avec moins d'organes à consulter, moins de risques de percuter les délais des uns et des autres, nous allons avoir des délais qui sont plus ramassés par nature et qui correspondront surtout à une fonction véritablement stratégique. Car au fond, la question, et l'on prend du devenir des salariés, de l'organisation du travail, du bien-être au travail, ne se saucissonne pas aussi simplement entre différentes instances. Et mieux vaut avoir un endroit où on étudie les conséquences d'une organisation sur les salariés sous des formes organisationnelles, sur des formes économiques, sur ses impacts ergonomiques, plutôt que de séparer le problème en de multiples instances et de multiples expertises. Donc on recentre vraiment, et ça c'est la simplification, et avec une option sur une simplification ultérieure qui est le conseil d'entreprise.
Le troisième pilier de la réforme, au fond, c'est ce qui concerne, je vais en faire 4. Le troisième pilier de la réforme, c'est celui des petites entreprises. C'est la première loi, ce sont les premières ordonnances qui s'adressent directement à la moitié des salariés qui vivent et travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Car il aurait été paradoxal de faire le pari de la négociation collective pour tous, de le présenter comme le moyen d'être compétitif, de s'adapter aux défis qui auxquels font face les entreprises, mais que pour la moitié des salariés, et 90% des entreprises leur diraient désolé, c'est pas pour vous, car vous n'avez pas la possibilité d'avoir une négociation collective avec des délégués syndicaux, puisque vous n'en avez pas. Alors, vous n'en avez pas pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais l'état de fait est qu'il n'y en a pas. 4% de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 10 à 50 salariés, il n'y a pas de négociation collective. C'est pas un fait nouveau. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux eux-mêmes avaient, dans l'accord Interpro de 1995, qui était juste après la crise de 93, c'est jamais anodin, en fait, ces réflexions qui sont post-crise, avaient déjà souligné qu'il y avait une réelle problématique sur les moins de 50 salariés et qu'il fallait trouver des voies adaptées pour leur permettre de développer la pratique contractuelle dans les entreprises de moins de 50 salariés. C'est ce que font les ordonnances, puisqu'elles permettent, là où il y a un délégué du personnel, de lui donner l'intégralité des pouvoirs d'un délégué syndical en négociation, et même dans les entreprises de moins de 20 salariés où il n'y aura pas de délégué du personnel, de donner la possibilité aux chefs d'entreprise, sur le champ de la négociation collective, de proposer des adaptations à ces salariés qui devront les ratifier par référendum. Le quatrième volet, qui est un volet extrêmement important, qui est celui de l'attractivité au stricto sensu. Ce que nous avons essayé de faire à travers l'exercice de rédaction des ordonnances, c'est aussi de repérer tout, au fond, les irritants, de repérer tous les éléments de notre code du travail, je ne sais pas, vous avez tout changé, mais beaucoup, qui, au fond, n'apportent absolument aucune valeur ajoutée aux salariés et qui apparaissent comme une exception en Europe, voire une exception dans le monde, et qui finit par conforter cette idée que le droit du travail serait chez nous beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Non pas que la pratique soit si différente que ce qu'on peut trouver ailleurs, mais au fond, ce sont ces irritants qui font que vous devez demander une information qui est dans notre pays pas la même que dans un autre pays. C'est cet irritant qui veut que lorsque vous lancez un projet de fusion et de réorganisation, vous êtes tous les pays européens sur la même ligne de départ et qu'à la fin du processus, celui qui termine en dernier, c'est souvent la France. Non pas que le projet a été changé d'ailleurs en France, mais simplement qu'on a pris plus de temps. Et donc on a essayé de repérer ces initiatives. Et là, typiquement, je prends quelques exemples, mais ils sont nombreux en fait dans les ordonnances. Le premier aspect, c'est le périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement. Un sujet difficile, évidemment, parce que le thème l'est difficile, puisqu'il s'agit du licenciement économique, et donc un thème par nature conflictuel. Mais au fond, nous avons une législation qui vise à, pour motiver la cause économique, à prendre en compte non seulement la situation en France, mais même du point de vue du secteur d'activité concerné en Europe et dans le monde entier. C'est pas la loi d'ailleurs qui l'a écrit, c'est la jurisprudence qui l'a construite. Et il se trouve que nous sommes une exception dans le monde. Je peux dire qu'on n'a pas trouvé un seul autre pays au monde qui avait cette manière d'envisager les choses, dont on peut comprendre la cohérence initiale, mais qui produit des effets qui sont assez dévastateurs dans la perception que les autres finissent par avoir de la manière de faire une organisation en France. Et au fond, on s'aperçoit de deux choses. D'une part, ça n'a jamais empêché les réorganisations de se faire. Et malheureusement, on ne peut conclure à la lecture des évolutions de l'emploi industriel, par exemple, que notre pays est celui qui a connu le plus de pertes d'emplois industriels sur les 17 dernières années, et que notre protection ne devait donc pas être si efficace que cela à prendre en compte le périmètre mondial du licenciement économique. Et surtout, je veux dire, c'est que ça se traduit par des demandes que nous sommes les seuls à faire à la maison mère ou au board lorsqu'il faut engager une organisation, où vous demandez, au fond, les comptes de toutes les entités et de prouver que les bénéfices faits à l'autre bout du monde ne viennent pas compenser les pertes qui sont réalisées en France.
C'est un point qui est à chaque fois vraiment identifié par les directions générales et qui, même s'il n'a pas d'effet réel sur la mesure de la réorganisation qui est faite, ça détourne beaucoup de pouvoir faire l'organisation en France qu'on dit « Ouh là là, ça deviendra très très compliqué si nous devons changer ». Indépendamment de la réalité de ce que les entreprises rencontrent, on a à la fois des effets de représentation qui ont des conséquences performatives. Et donc, il faut traiter les représentations, et en traitant les représentations, on a des impacts réels sur la capacité d'attirer des investissements dans notre pays, sans rien retirer aux salariés, puisque c'était une protection totalement inefficace. Autre élément classique, mais que vous avez rencontré tous, c'était la question du reclassement à l'international. Nous sommes aussi les seuls, en Europe, j'imagine ailleurs aussi, à proposer des postes et à mettre dans l'obligation de reclassement les postes à l'international. Non pas que ça soit un problème de proposer un poste à l'international, mais quelle était la conséquence pratique? Eh bien, vous demandez au DRH Europe, au DRH Monde, l'ensemble des postes disponibles dans les autres pays, parce que là, on est en train de réorganiser l'entreprise dans le pays. Qu'est-ce que ça envoie comme signal? Et moi, je l'ai souvent vu en allant à l'international, c'est de ça qu'on vous parle, en disant, mais chez vous, vous me demandez des postes, et parfois, quand ils sont des avocats très scrupuleux, on va leur dire, mais ce serait bien aussi de les geler pendant cette période. Alors là, c'est un succès garanti. Donc vous me dites que ça va pas chez moi, il faut que je gèle. Ça, tout le monde s'en souvient. Vous faites une tournée, on vous parle de ces éléments-là. Est-ce que ça a un impact à la fin sur le reclassement des salariés? Zéro. Les mobilités, parce que j'en ai vu des organisations, des centaines, on peut les compter, les mobilités internationales, sur les doigts d'une main. Et je suis sûr d'une chose, c'est que ces mobilités qui sont faites à l'international, elles auraient été faites même sans obligation légale, parce que j'ai rarement vu un groupe qui, quand elle avait un salarié avec un potentiel important, préférait le licencier plutôt que économiser les coûts du licenciement et utiliser son capital et son expérience dans un autre pays lorsque il y avait des possibilités de reclassement. On le voit, on le trouve sur beaucoup d'aspects. Et puis, un autre aspect qui rencontre à la fois l'intérêt des TPE-PME et l'intérêt de l'attractivité, c'est la question de la certitude des coûts. Nous avions, au fond, quand vous réfléchissez dans les facteurs d'attractivité d'une entreprise, il y a une chose que le business n'aime pas, c'est l'incertitude. Et donc, nous avions, auparavant, la spécificité d'avoir une incertitude à la fois sur les délais d'une réorganisation et une incertitude sur les coûts. Dorénavant, nous n'avons plus d'incertitude. Sur les délais, ils sont encadrés par les délais préfixes et maintenant, avec quelques années de recul, nous voyons que ça fonctionne bien sur l'ensemble des réorganisations. Et puis, nous avions une incertitude sur les coûts. Non pas que ce soit les coûts du plan social lui-même, c'est de l'ordre de la négociation et chacun dans sa pratique voit à peu près là où nous pouvons atterrir. Mais il y avait une incertitude sur oui, mais si après je vais on a des contentieux au prud'homme, ce qui est tout à fait le droit des salariés, qui n'est pas de méprise, eh bien je ne sais pas combien derrière ça va coûter. Et là vous aviez deux situations très différentes. La première, c'est que vous sous-estimez l'enveloppe, et je ne connais rien de pire dans une organisation et dans une grande entreprise que de devoir revenir en disant vous m'aviez prévu une enveloppe pour faire l'organisation, mais en fait il faudrait mettre un peu plus parce que finalement on a beaucoup de contentieux qui coûtent cher. Ou alors, vous prenant les devants, vous faites une espérance et vous faites un risk assessment, et comme vous savez qu'en moyenne ça sera ça, mais que vous pouvez pas exclure le fait que ça sera un peu plus élevé, et ben vous allez vous situer un peu plus élevé. Si bien que dans la considération du projet ex-ante, vous allez apparaître comme étant extrêmement cher. Et donc on voit bien que les deux situations sont assez négatives sur la capacité à développer de l'investissement dans notre pays. Alors quand on parle des petites entreprises, cette incertitude, alors pour le coup, elle est totalement bloquante, parce que ça veut dire que pendant des années, il y a une espèce d'épée de Damoclès que le